une petite wiki balade. Je vous annonce, ça va être très rapide. C'est un prix Nobel qui a été attribué à quelqu'un qui a travaillé sur les rayons X et qui a fait des développements techniques. Donc théoriquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Prix Nobel de 1917, Charles Glover Barkla, pour sa découverte des rayonnements Röntgen caractéristiques des divers éléments. Donc les rayons Röntgen, c'est les rayons X qui ont donné lieu au premier prix Nobel. Et lui, il a étudié ça un peu plus en détail. Pour sa découverte des radiations caractéristiques de Röntgen, donc de rayons X, des éléments chimiques. Donc il étudiait la propagation des ondes radio et des rayons X. Alors je vais essayer de trouver l'article sur... parce que là, il n'y a pas grand-chose. Déjà en anglais. Et après, peut-être sur le site des prix Nobel, des fois, il y a des trucs aussi. Donc il a fait de la spectroscopie à rayons X. Ça, je peux le remettre en français, je pense. Donc il y a différents types de spectroscopie. Donc c'est l'étude des différentes fréquences des rayons X. Okay, on peut regarder les différentes analyses qui peuvent être faites. Un spectroscope à dispersion d'énergie. Vous avez l'énergie des photons individuels qui est mesurée par un détecteur parallèle et utilisé pour établir un histogramme, donc un graphique, représentant la distribution des rayons X en fonction de l'énergie. Voilà le principe du détecteur. On mesure une tension. C'est un peu toujours la même chose. On mesure une tension avec il y a une différence de charge qui se fait parce que d'un côté, il y a des électrons qui sont déplacés dans un sens et des trous, donc des endroits où il manque un électron, qui sont déplacés dans l'autre. Ça, c'est un effet qui est typique des semi-conducteurs. Voilà, vous avez un semi-conducteur. Voilà, les semi-conducteurs, on aura l'occasion d'en reparler. Salut Yod, c'est la base du monde informatique moderne. Et donc, vous avez les électrons dans les matériaux, ils sont délocalisés, donc ils ne sont plus associés à un atome précis. Ils sont répartis. Il y a un nuage électronique qui est réparti sur un certain volume. Et c'est ce qui fait que leur niveau d'énergie, au lieu d'être limité à certaines valeurs précises comme ce qu'on calcule avec la mécanique quantique, ils peuvent commencer à prendre certaines bandes d'énergie. Et donc, il y a une bande de valence. Ça, c'est les électrons qui sont reliés aux atomes. Et les électrons dans la bande de conduction qui, eux peuvent se déplacer et donc créer un courant électrique. Et donc, dans un métal, vous avez facilement des électrons liés aux atomes, les électrons de valence qui vont dans la bande de conduction. Vous voyez, elles se chevauchent. Dans un isolant, au contraire, c'est très compliqué de passer la barrière. Et le semi-conducteur, c'est entre les deux. Il y a une toute petite barrière. Elle est là, mais elle est vraiment faible. Et donc, vous pouvez avoir des électrons qui passent dans la bande de conduction. Donc ça, c'est des électrons qui se retrouvent délocalisés et qui peuvent se déplacer dans le métal, dans le semi-conducteur et conduire le courant. Et typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on commande, on fabrique des transistors avec ça, donc des éléments électriques, des composants électriques à 3 pattes au lieu de 2. Une résistance, un condensateur, c'est 2 pattes, c'est 2 pôles, c'est des dipôles, on appelle ça. Et donc, vous avez une tension entre les 2 pôles et un courant qui circule. Et là, avec les transistors, en fait, vous avez une troisième patte qui vient commander le passage du courant ou non. Et donc, vous pouvez décider de manière logique, avec une porte logique, si le courant circule ou pas. Et vous pouvez faire des portes logiques comme ça et donc des calculs. Tout ça grâce au semi-conducteur. Bon, ça marche pas. En fait, ce qu'on appelle un trou dans un métal, vous imaginez vous avez un certain nombre d'atomes et des électrons qui peuvent se déplacer. Voilà, vous avez le mouvement des électrons qui crée un courant électrique. Et vous avez aussi, vous pouvez considérer que les électrons de la bande de valence, il y en a un certain nombre, et on peut supposer qu'ils sont localisés comme ça. Et puis, il y a un endroit où il y a un trou comme ça, où il n'y a pas d'électron. Et vous imaginez cet électron-là, alors je vais essayer de... Cet électron-là, hop, il se déplace comme ça. Ensuite, c'est lui qui va se déplacer, hop, etc. Je peux continuer à... Ensuite, lui, il va se déplacer, et vous voyez ce qui se passe. Tout se passe comme si... Hop, lui se déplace, ensuite lui se déplace. Tout se passe comme si le trou ici était en train de se déplacer vers la droite. Les électrons, ils vont vers la gauche, et le trou, lui, va vers la droite. Donc c'est comme si là, il y avait une sorte de particule. On appelle ça une quasi-particule. Ici, là, vous avez le trou qui est là et qui se déplace dans ce sens-là, en fait. Et donc, on appelle ça une quasi-particule. Donc, ce sont des particules qui facilitent la description des systèmes, mais ce ne sont pas des vraies particules avec une masse, une charge, etc. Donc, les trous d'électrons, par exemple, c'est un manque d'électrons. Vous avez aussi les phonons, vous avez aussi les plasmons, ce genre de choses, c'est des quasi-particules. Donc, c'est l'absence d'un électron dans la bande de valence, donc celle que je vous ai montrée ici, là, qui devrait être remplie, mais là, il n'y a pas d'électron, donc il y a un trou. Donc ça, c'est chez les isolants et les semi-conducteurs, et ça permet d'analyser le mouvement d'un grand nombre d'électrons en traitant cette absence d'électrons comme une quasi-particule.
Donc au lieu de décrire le mouvement de tous ces électrons, tout se passe comme s'il y avait juste une particule qui était un trou qui se déplaçait. Ce sont bien des électrons qui appartiennent à l'atome du métal. Oui, donc la bande de valence. Voilà, c'est ce que je vous disais là, au lieu d'avoir les niveaux d'énergie, donc là on trace le niveau d'énergie. Donc plus on monte et plus l'énergie des électrons est élevée. Et il y a des endroits où c'est interdit. Vous voyez, il y a des trous là. Donc là, vous avez des bandes qui sont occupées par les électrons qui sont proches du noyau. Et vous savez, plus on ajoute d'énergie et plus les électrons s'éloignent du noyau. Et dans les métaux, au bout d'un moment, en fait, l'électron, il n'est plus dans la bande de valence, il passe dans la bande de conduction. Et donc, il se met à être complètement délocalisé et il n'est plus associé à un atome. Il permet au courant de circuler en se déplaçant petit à petit. Il va pas très vite, hein, il va à quelques millimètres par seconde, mais ça crée un courant électrique. Et visuellement, ça se voit, je veux dire, au niveau de la matière métallique. Non, non, ça se voit pas. Et d'ailleurs, l'électron, il n'est pas ponctuel. Il est délocalisé. Donc tu vois pas un électron qui est en train de se déplacer. C'est un courant électrique. Tu vois ça de manière globale. Et on ne peut pas décrire ça comme un point qui se déplace avec une position bien précise. Il faut voir ça comme un nuage électronique qui se déplace petit à petit. Donc dans un solide, l'énergie d'un électron peut avoir n'importe quelle valeur à l'intérieur de certains intervalles. Cette propriété conduit à dire que le solide possède des bandes d'énergie permises, séparées par des bandes interdites. En physique statistique, on calcule ça. Quand la température est basse, deux bandes d'énergie permises jouent un rôle particulier. La dernière bande complètement remplie, c'est ça qu'on appelle la bande de valence. Et la bande suivante, celle au-dessus, on l'appelle la bande de conduction. Et on appelle le gap l'énergie qui sépare les deux. Les électrons de la bande de valence contribuent à la cohésion locale du solide et sont dans des états localisés. Donc ils sont associés, chaque électron est associé à un atome, à un noyau, localement. Et vous avez les interactions entre atomes, les échanges d'électrons qui font qu'on a des liaisons covalentes ou des liaisons ioniques entre les atomes. Donc ce qui fait que le solide est bien cohérent, bien solide. Et à l'inverse, dans la bande du dessus, vous avez des électrons qui sont délocalisés. Et ce sont eux qui participent à la conduction électrique. Les propriétés électroniques du solide dépendent donc essentiellement de la répartition des électrons dans ces deux bandes, ainsi que la valeur du gap. Donc le gap, c'est l'écart d'énergie entre la bande de valence en dessous et la bande de conduction au-dessus. Dans le cas des isolants, les deux bandes sont séparées par un gap important. Pour les conducteurs, la bande de conduction est partiellement occupée. Et donc, en fait, sans avoir besoin d'énergie, ils peuvent passer dans la bande de conduction directement. Et les semi-conducteurs, ils possèdent, eux, un gap suffisamment faible pour que des électrons aient une probabilité non négligeable de le franchir par simple excitation thermique. Alors, vous pouvez donner de l'énergie aux électrons en mettant une tension électrique. Il y a un champ électrique qui a une certaine énergie, mais vous pouvez aussi juste avoir un métal qui est chaud, qui est un petit peu chaud, qui n'est pas au zéro absolu. Et donc, il y a de l'énergie thermique, de vibration, qui est des fois transmise aux électrons. Et ils peuvent passer à une bande supérieure comme ça. Voilà. On reparlera de ça des semi-conducteurs. Là, j'ai introduit juste un tout petit peu le truc. Et donc, on revient à notre détecteur. Les photons X sont captés par un détecteur qui est un semi-conducteur. C'est du silicium dopé au lithium. Voilà, pour fabriquer les semi-conducteurs, hein, vous rajoutez des atomes, vous rajoutez des défauts. Normalement, il n'y a que du silicium, et ben, vous rajoutez un peu de lithium. Voilà, refroidi à l'azote liquide, par exemple. Et les photons X, donc là, on voit un photon X, c'est ça là, ça c'est un photon, vont ioniser les atomes dans le semi-conducteur. Et donc, ils vont arracher des électrons aux atomes. Et donc, l'atome, il se retrouve chargé positivement. Il manque un électron. C'est comme s'il y avait un trou. Et l'électron va se déplacer dans un sens et le trou dans un autre, si vous mettez un champ électrique. Ce type de détecteur a une bonne sensibilité pour les photons entre 0,2 et 20 keV. Donc ça, c'est l'énergie des photons. On détecte les éléments à partir du bord, mais le rendement est très faible car les photons de bord sont absorbés par la... Voilà, ok, on s'en fiche. Le nombre d'impulsions pour chaque canal est appelé nombre de coups. On utilise aussi fréquemment le taux de comptage exprimé en coups par seconde. Donc voilà, on voit les arrivées de photons. Là, ça fait monter la tension d'un coup à chaque fois. On le remet à zéro régulièrement. Ok, donc il faut traiter le signal. Et ensuite, une fois que vous avez ça, il vous faut récupérer l'intensité, le nombre d'électrons qui circulent. Un panneau solaire marche comme ça aussi. Alors ça marche avec des cellules photovoltaïques. Effectivement, il y a une absorption de photons qui va créer du courant, oui. Mais c'est des photons dans le spectre visible. Effectivement, c'est des semi-conducteurs, mais à base de silicium aussi. Alors c'est pas forcément les mêmes matériaux, le même dopage que celui qu'on a vu. Vous avez l'effet photoélectrique. Ça, on va en parler
On va en parler de l'effet photoélectrique. Quand on parlera du prix Nobel d'Einstein, il l'a eu pour ça. Si vous avez de la lumière qui a une fréquence suffisamment élevée, donc les photons ont suffisamment d'énergie, ils peuvent arracher un électron aux atomes et l'électron va se mettre à être, il va pouvoir donner naissance à un courant électrique. Voilà. Ça, on reviendra là-dessus quand on parlera de l'effet photoélectrique. On en a déjà un tout petit peu parlé avec, je crois que c'est le père Becquerel qui a découvert ça, le père et le grand-père de celui qui a eu le prix Nobel. Ça aurait dû être son 3e prix Nobel. Ouais, ça peut être sympa de faire la liste des découvertes qu'il a faites qui auraient pu donner un prix Nobel. Bah, déjà, ce qu'il a fait en relativité restreinte, ensuite en relativité générale, l'effet photoélectrique, le mouvement brownien, tout ce qu'il a fait pour les interactions lumière-matière qui a donné naissance au laser, le condensat de Bose-Einstein aussi, donc l'explication de la manière dont certaines particules se rassemblent à très basse température. Il y a aussi l'équation d'Einstein en diffusion. Bon, c'est un peu relié au mouvement brownien, mais ouais, on peut en mettre au moins 6. C'est pas le seul, il y en a d'autres qui auraient pu en avoir plusieurs aussi. Mais c'est vrai que lui, c'est celui qui aurait pu en avoir le plus, je pense. Ok, donc voilà, il arrive à... Les photons d'une raie ayant tous la même énergie, la raie devrait figurer comme un bâton sur le spectre. Toutefois, en raison des imperfections, elle figure sous la forme d'un pic ayant une forme de cloche, ok, un profil gaussien. J'aimerais bien trouver ce qui fait que ça marche comme un spectroscope. Alors, il doit détecter l'énergie. L'énergie du photon est directement reliée à la fréquence. Salut Anis, désolé pour le retard, j'avais à faire. Ok, voilà, il sépare le signal sur plusieurs canaux. Un canal correspond à la division de l'échelle d'énergie, par exemple 10 ou 20 électronvolts. Et chaque échelle d'énergie est associée à une fréquence. C'est la relation de Planck. L'énergie est proportionnelle à la fréquence. Et donc, si on arrive à détecter l'énergie du photon avec ce capteur-là, on en déduit sa fréquence. Et maintenant, comment ils font pour séparer les différents... Voilà, la résolution du système. Donc là, voilà, ça c'est vraiment ce qu'a fait Barkla. Voilà, vous voyez ici, les pics de l'azote et de l'oxygène correspondent à telle et telle énergie. Donc ils sont assez proches, eux, on a du mal à les séparer. Mais voilà, on arrive à séparer les différents niveaux de radiation, les fréquences associées à tel ou tel élément chimique. Donc là, c'est Barkla, le prix Nobel dont on parle aujourd'hui. Et il a fait de la spectroscopie avec les rayons X. Donc les rayons Röntgen découverts par Röntgen. Et donc et ça fonctionne, hein, le spectroscope fonctionne avec... Aujourd'hui, on utilise des semi-conducteurs. À l'époque, je ne sais pas s'il utilise des semi-conducteurs, parce que ça me paraît un peu vieux. Alors la théorie, c'est les années 30. Tout ce qui est transistor, tout ça, voilà, c'est après la guerre. Les premiers transistors en silicium, c'est 1954. Donc là, on est beaucoup plus tôt, hein, bien avant ça. Mais voilà, il y avait déjà des scientifiques qui se servaient de... Il y avait un peu des balbutiements. Donc je pense pas que son premier spectroscope à Barkla, c'était des semi-conducteurs. Donc en gros, en résumé, avec ce système, il arrive à... Le rayonnement arrache des électrons. On en déduit l'intensité due à ces électrons. On remonte à l'énergie du coup du photon. Et quand on connaît l'énergie, on en déduit la fréquence. Et donc on arrive à séparer comme ça les différentes fréquences possibles. C'est le principe d'un spectroscope. Dès que j'aurai un bagage scientifique suffisant, je regarderai de nouveau tes wiki-balades pour mieux comprendre. Bah ouais, avec plaisir. Fais-toi plaisir. Salut Ismaël. Et il y a toujours du bruit de fond, hein, quand vous faites ce genre d'expérience. Donc il y a des photons qui sont détectés qui proviennent d'autres phénomènes, pas des rayons X qui viennent des atomes qu'on essaye d'analyser, mais la diffusion Rayleigh, diffusion Compton, etc. Le Bremsstrahlung, donc diffusion de freinage. Donc, vous avez des électrons qui sont accélérés par des charges et qui rayonnent. Et ils rayonnent souvent dans les rayons X, ceux-là. Voilà. On redétaillera peut-être une autre fois les autres. C'est intéressant. Bah, je vais regarder vite fait là. Là, c'est de l'analyse dispersif en longueur d'onde. Oui, ok. Bon, ça, je peux en parler rapidement. Vous mettez un réseau ou un prisme et ça permet de séparer. Ça permet de séparer les différentes longueurs d'onde, donc les différentes fréquences. Voilà, un réseau de diffraction. Ça fonctionne exactement comme un prisme. Vous voyez, vous avez de la lumière blanche. Vous séparez les différentes couleurs avec le prisme parce qu'elles ne vont pas à la même vitesse dans le vert. Elles vont toutes à la même vitesse, les différentes couleurs dans l'air, mais pas dans le vert. Parce que le vert, il a un indice optique, petit n. Ça, c'est C sur V. Donc C, c'est la vitesse de la lumière maximale, la vitesse dans le vide. Et V, c'est la vitesse de la lumière dans le matériau. Donc si vous êtes dans le vert, vous avez n qui vaut 1,33 par exemple. Ça veut dire que la lumière ne va pas à 300 000 km par seconde dans le vert. Elle va à 300 000 divisé par 1,33. Elle va un peu moins vite. Et ça, c'est un petit peu approximatif. En fait, ça dépend de la longueur d'onde. Et vous avez une loi comme ça. A et B, c'est des constantes.
et vous mettez la longueur d'onde comme ça au carré. Donc vous voyez que plus lambda est grand, plus n est petit. Donc pour le rouge par exemple, avec une grande longueur d'onde, vous avez un indice n qui est un peu plus petit que pour le bleu. Et donc le bleu, il va être plus ralenti, donc il va être plus dévié. Et c'est ce qu'on voit là. Le bleu est plus dévié que le rouge. Et les réseaux, c'est un peu le même principe. Vous mettez plein de petits traits très très fins de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Et vous avez un système d'interférence constructive. On a parlé de ça la dernière fois. Dans certaines directions. Et donc vous avez, ça peut interférer constructivement tout droit. Donc là, vous voyez, il y a un rayon blanc qui va tout droit. On appelle ça l'ordre 0. Ensuite, il y a l'ordre 1. Là, vous le voyez un petit peu, il y a l'ordre 2. Voilà, vous avez certains angles comme ça qui sont privilégiés, où vous avez, des interférences constructives. Ça, j'en parlerai aussi. Il y a forcément un moment où on parlera de ça dans les Wikibalades. Et pareil, hein, en fonction, voilà, vous voyez l'ordre 0 là, l'ordre 1, l'ordre -1. Et vous voyez que les longueurs d'onde ne sont pas, ne sont pas déviées avec un angle identique. Là, le bleu est moins dévié que le rouge. Donc c'est l'inverse du prisme. Oui, oui, c'est normal de ne pas tout comprendre. Faut pas... En science, hein, ça marche toujours comme ça. On s'imprègne un peu des choses. On essaye d'apprendre quelques formules. On s'accroche à ce qu'on a appris. Et petit à petit, on fait les liens. Ça vient jamais d'un coup, du premier coup. Il faut pas avoir peur de lire rapidement. Faut pas faire que ça, mais de s'exposer un peu des choses qu'on comprend pas. Comme ça qu'on progresse. Ok, voilà pour la Wikibalade.